Bonjour. Voilà, nous nous retrouvons encore une fois pour continuer la biochimie structurelle et cette fois-ci, on se retrouve pour un cours sur la structure des lipides. Voici le plan de ce cours. Donc, après une introduction, on va aborder la classification des lipides et puis on va voir les acides gras. Ensuite, on va voir les huiles et les graisses, les membranes cellulaires, les stéroïdes et finir par une conclusion. Les graisses et les huiles, comme vous le savez, on va les trouver dans de nombreux aliments et ils appartiennent à une classe de biomolécules, donc de molécules organiques appelées lipides. Ce terme de lipides vient du grec lipos qui veut dire graisse. Ils contiennent plus de 2 fois de calories que les glucides. On a vu que les glucides pouvaient donner 4 kilocalories par gramme, alors que les lipides, ils donnent 9 kilocalories par gramme, donc plus que la moitié. Par contre, notre corps préfère l'utilisation des glucides comme source énergétique, et principalement le glucose. Le stockage des glucides sous forme de glycogène dans le foie, on l'a vu, ou dans le tissu musculaire, chez les animaux uniquement. Chez les végétaux, on a l'amidon. Et le stockage des lipides prend beaucoup moins d'espace que celui des glucides. Comme les glucides, les lipides ont d'autres fonctions biologiques que le stockage de l'énergie. Ce sont des composés majeurs des membranes cellulaires. On va les trouver dans toutes les membranes, que ce soit chez les végétaux ou les animaux. Et ils vont jouer un rôle de protecteur et d'isolant pour les organes vitaux comme le cœur et le foie. Et ce sont des fournisseurs de vitamines, notamment les vitamines liposolubles comme la vitamine A, D, E et K. Passons aux classifications des lipides. Contrairement aux glucides, les lipides vont être définis par une propriété particulière, la solubilité. Bien sûr, ces derniers, les lipides comme vous le savez, sont plus solubles dans les solvants organiques que dans l'eau. On va trouver alors dans ce groupe non seulement les graisses, les huiles, mais aussi des composés qui possèdent des groupes fonctionnels dérivés de l'acide phosphorique, des glucides par exemple, des alcools aminés, ainsi que des composés stéroïdes tels que le cholestérol. Alors d'une manière générale, comme vous le voyez sur le schéma ici en bas, voilà, les lipides on peut les subdiviser en 2 grands groupes, acides gras et stéroïdes. Les acides gras, on va les retrouver dans les triglycérides, dans les prostaglandines, dans les cires et dans, bien sûr, les sphingolipides. Les stéroïdes, eux, vont être représentés par un élément particulier, primordial, principal, le cholestérol, qu'on va étudier un peu plus en détail tout à l'heure. Et puis les autres stéroïdes qu'on va voir et qui vont en général dériver des cholestérols. Les sphingolipides, eux, vont se subdiviser en sphingomyélines et en glycolipides. Et les glycolipides eux-mêmes vont se subdiviser en 2 familles, les gangliosides et les cérébrosides. Alors commençons par le premier grand groupe des lipides, les acides gras. Les acides gras sont dans de formule générale CH3, CH2N fois COH. Donc ils vont tous se terminer par la fonction carboxylique COH. Parfois, on se contente donc de les représenter par la formule RCOH. Les acides gras sont présents dans tous les lipides à l'exception des stéroïdes. Et là encore, au niveau des stéroïdes, par exemple au niveau du cholestérol, le cholestérol va se retrouver sous forme estérifiée par des acides gras. Donc même dans les stéroïdes, on peut trouver quand même les acides gras. Ces acides gras contiennent souvent un nombre pair d'atomes de carbone, de 12 à 20 carbones, généralement non ramifiés, mais ils peuvent contenir des doubles liaisons, et ça c'est très important. Alors on va distinguer plusieurs acides gras, insaturés, c'est-à-dire qui ont des doubles liaisons. S'il n'y a pas de double liaison, on parle d'acides gras saturés. S'il y a une seule double liaison, on va parler d'acides gras monoinsaturés. Et s'il y a plusieurs doubles liaisons, acides gras polyinsaturés.
Et les atomes ou les groupements d'atomes autour des doubles liaisons des acides gras vont être disposés sous différentes formes. On va distinguer les isomères cis et les isomères trans. Voyons voir un peu les molécules que j'ai représentées en bas. Voici une molécule de conformation cis parce que les deux groupements R et R' sont vers l'avant par rapport à la double liaison. Donc, ils sont orientés vers la même direction. On parle de cis. Quand l'un est en avant et l'autre en derrière, ou en arrière, pardon, par rapport à la double liaison, on parlera de la conformation trans. Voici un exemple d'acide gras de conformation cis. Voici la double liaison et on a les deux groupements du reste de la molécule qui sont rejetés en arrière de la double liaison. Donc c'est bien un acide gras cis. Cette conformation peut s'appliquer aussi quand la molécule est cyclique. Comme ici, par exemple, on a un cycle hexagonal ici et on voit un groupement A en arrière du cycle et un groupement B, en avant du cycle et un groupement B en arrière du cycle. Donc, les deux groupements sont dans des directions opposées. On parle de la conformation trans. Voici, toujours dans le domaine des acides gras, un tableau qui vous présente ici les acides gras essentiels très importants qu'on va retrouver dans le métabolisme des lipides. D'abord ici, à gauche, la colonne va nous donner le nom des acides gras, au milieu, leur formule structurelle, et puis, à droite, la colonne va nous donner la source où on va trouver ces acides gras. Le premier acide gras très important, l'acide laurique. C'est un acide gras à 12 carbones, de formule CH3, CH2, 10 fois COH, donc c'est bien 12 carbones, et on va le trouver dans l'huile de palmiste. Il va être extrait du noyau des fruits de ce palmier. Deuxième acide gras, l'acide myristique, de formule générale CH3, CH2, 12 fois COH, donc c'est un acide gras à 14 carbones, et on va le trouver dans l'huile de noix de muscade. L'acide palmitique, qui est un acide gras à 16 carbones, de formule générale CH3, CH2, 14 fois COH, et on va le trouver dans l'huile de palme. Mais pas dans le noyau, mais dans la pulpe des fruits. L'acide palmitoléique, c'est un acide gras à 16 carbones, contrairement à l'acide palmitique qui était saturé. Cet acide gras palmitoléique, c'est un acide gras à 16 carbones, mais avec une double liaison. On va le trouver dans l'huile de macadamia. L'acide stéarique, qui est un acide gras à 18 carbones, on va le trouver dans le beurre de cacao. L'acide oléique, un acide très important, qui va se retrouver dans l'huile d'olive. C'est un acide gras à 18 atomes de carbone avec une double liaison. L'acide linoléique, un acide gras très important pour l'homme, qui fait partie de la famille des oméga 6. C'est un acide gras à 18 atomes de carbone, mais avec deux doubles liaisons. Avec la première liaison sur le carbone 6, c'est pour ça il appartient à la famille des oméga 6. Oméga, parce que le premier carbone, donc le méthyle, c'est le carbone oméga. L'acide alpha-linolénique, un deuxième carbone très important pour les humains, il fait partie de la famille des oméga 3. Cette fois-ci, la double liaison commence par le carbone oméga sur le troisième carbone ici. 1, 2, 3. Et c'est un acide gras avec 3 doubles liaisons. L'acide arachidonique, enfin, c'est un acide gras à 20 atomes de carbone avec 4 doubles liaisons et qui va être précurseur de la synthèse des prostaglandines et d'autres composés lipidiques, et on va le retrouver surtout dans le foie. L'acide linoléique va se retrouver dans l'huile de colza, qu'on appelle aussi l'huile de canola, et l'acide alpha-linolénique, on va le trouver dans les grains de lin.
Une remarque importante, j'ai mis des papillons rouges sur ces ces acides gras, parce que ces deux acides gras, on va les appeler des acides gras essentiels pour l'homme. Alors, ces deux acides, l'acide linoléique et l'acide alpha-linolénique, qui sont appelés des acides gras essentiels, parce qu'ils doivent provenir de l'alimentation. L'homme ne peut pas les synthétiser. Ils sont nécessaires à une croissance et un développement normal, mais le corps humain ne les fabrique pas. Le corps utilise l'acide linoléique pour synthétiser de nombreux autres acides gras insaturés, tels que l'acide arachidonique, un précurseur de la synthèse des prostaglandines. Et les acides gras essentiels sont nécessaires au transport et au métabolisme efficace du cholestérol. Donc le rôle, là encore, très important de ces acides gras essentiels. Et l'alimentation quotidienne moyenne devrait absolument contenir environ 4 à 6 grammes d'acides gras essentiels. Sinon, il y aura un problème de développement et de croissance donc, chez les humains. On passe à un autre élément ou un autre contenant composant donc, des acides gras, les cires. Les cires sont des esters formés d'acides gras à longue chaîne et d'alcool à longue chaîne. Si vous regardez en bas, je vous ai donné un exemple ici de cire. On a ici d'un côté un alcool à longue chaîne, 31 carbone dans cet alcool, et puis un acide gras aussi à longue chaîne, puisque ici on a 26 carbone. Et les deux estérifiés ici, unis pour donner une cire qu'on appelle le sérotate de myricique. Alors où est-ce qu'on va trouver ces cires? Ces cires vont se retrouver à la surface des feuilles, des tiges, des fleurs, des fruits, et ils protègent la plante de la déshydratation et de l'invasion par des micro-organismes nuisibles. Mais on ne va pas les retrouver seulement chez les végétaux, on va les trouver aussi chez les animaux. Et au niveau des animaux, ils produisent également des cires qui vont servir au revêtement protecteur, gardant les surfaces des plumes, par exemple chez les oiseaux, de la peau, des poils souples et hydrofuges. En effet, quand il y a par exemple une catastrophe maritime, quand il y a un déversement d'hydrocarbures dans la mer, vous avez tous remarqué dans des vidéos, etc., que des oiseaux vont mourir parce qu'ils restent collés à ces hydrocarbures dans les mers et ils n'arrivent plus à voler parce que justement la cire qui les protège, qui est sur leurs plumes, va disparaître avec ces hydrocarbures. On passe à une deuxième famille, si vous voulez, de lipides, les graisses et les huiles. Et ça, c'est très important parce que ça va concerner la vie quotidienne de l'homme. Alors, c'est quoi la graisse et c'est quoi l'huile? Le nom scientifique, ce sont les triglycérides. Alors, les triglycérides, quand ils se forment huile, c'est-à-dire liquide à la température ambiante, on va les appeler une huile. Et quand ils sont solides à cette température, à la température ambiante, on va parler de graisse. Et ce sont les points de fusion des triglycérides, de ces huiles et de ces graisses, qui vont dépendre du degré d'insaturation et du nombre d'atomes de carbone dans les acides gras qui constituent ces triglycérides, ces graisses. Et les triglycérides obtenus à partir des sources animales sont généralement des solides, tandis que ceux d'origine végétale sont des huiles. On parle toujours de graisse animale solide et d'huile végétale quand il s'agit de liquide. Mais au fait, il s'agit d'un mélange très complexe de triglycérides avec de nombreux acides gras différents. Et la composition d'une graisse ou d'une huile donnée peut varier en fonction de l'espèce végétale ou animale dont elle provient, ainsi que de facteurs diététiques et climatiques. Une remarque, la consommation élevée de graisses saturées est un facteur associé à la consommation élevée du cholestérol dans les risques de maladies cardiaques. Donc attention, les graisses c'est bon, quand c'est insaturé, quand c'est saturé, il faut faire très attention. Parce que ça peut risquer, ça peut donner des maladies cardiaques. On verra un peu plus tard dans le métabolisme des lipides ce que ça veut dire. Toujours dans le domaine des graisses et des huiles,
Les graisses et les huiles, ce sont des lipides les plus abondants de la nature. Ils fournissent de l'énergie aux organismes vivants, mais pas seulement, parce qu'ils peuvent servir d'isolant pour certains organes. Ils peuvent transporter les vitamines liposolubles dans le sang, notamment les vitamines liposolubles qui sont A, D, E, K. Alors comment on va les obtenir ou comment on va les fabriquer, ces graisses, ces huiles? Ce sont des esters, donc ça va se passer par estérification. Il y aura des acides gras liés au glycérol. C'est pourquoi on parle de triglycérides d'ailleurs, TG. Et on va donc les estérifier par des acides gras. Voici un glycérol. Voici 3 acides gras. On va estérifier tout ça. Et il y aura ici le premier acide gras qui va se fixer sur ce premier carbone, le deuxième acide gras sur le deuxième et le troisième acide gras. Estérification sur le troisième et on va obtenir notre triglycéride, de formule générale que vous voyez ici. C'est ça la graisse et c'est ça l'huile. Alors toujours dans les graisses et les huiles, on va passer maintenant aux propriétés chimiques. Et la première propriété chimique qui nous vient à l'esprit, c'est l'hydrolyse. C'est l'action des acides, des bases et des enzymes. Donc les trois peuvent hydrolyser les graisses et les huiles. Quand on dit les enzymes, ce sont les lipases. Donc facile à retenir, lipides, lipases. Ce sont les enzymes qui vont casser, qui vont hydrolyser les lipides. Alors voyons voir comme exemple d'hydrolyse la réaction de saponification ou bien la fabrication de savon. Comme vous le savez, le savon est obtenu en utilisant de l'eau sous haute pression et température. Voilà. On a notre graisse, notre huile, triglycérides. Et on a l'eau à haute température et de pression. Et en présence de température, haute température et forte pression, en présence de l'eau, on va casser cette molécule de graisse en libérant les acides gras. Voilà, on libère celui-là, R1, on libère le deuxième et on libère le troisième. Et en présence de soude, voilà, on va former notre sel. Parce que vous savez que acide plus base égale sel plus eau. Voilà notre sel. R1, le premier acide gras avec la soude va donner le premier sel, ici. Le deuxième donnera cette molécule de sel et le troisième donnera cette molécule de sel. Les trois molécules constituent ou forment ce qu'on appelle les savons. Ce sont trois molécules de savon. Et pour équilibrer la réaction, bien sûr, notre glycérol ici, estérifié, on va le retrouver libre ici. Deuxième propriété chimique des graisses et des huiles, l'hydrogénation. C'est une réaction très importante, surtout dans le domaine de l'industrie alimentaire, parce qu'elle va permettre de passer de quelque chose de solide, de très solide, comme le beurre, vers quelque chose de mou, comme les margarines. Alors, voici représenté ici une graisse avec des doubles liaisons, et on va l'hydrogéner avec de l'hydrogène, on va saturer la double liaison. Et plus on sature, plus on obtient quelque chose de plus ou moins liquide. Troisième propriété chimique, l'oxydation. En contact de l'air humide, les graisses finissent par subir des réactions d'oxydation et d'hydrolyse. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle le rancissement. Si vous laissez du beurre à l'air libre, bien sûr, vous allez obtenir un beurre plus ou moins oxydé, jaunâtre, avec des odeurs nauséabondes qui proviennent justement de la libération par le beurre des acides butyriques en C4, caprylique en C8 et caprique en C10, après l'oxydation. Et cette réaction de rancissement peut être catalysée par les lipases des enzymes des micro-organismes présents dans l'air catalysant cette réaction de rancissement. Maintenant, passons aux propriétés physiques des graisses et des huiles. Comme vous le savez, les graisses et les huiles pures sont inodores, insipides et incolores. Donc, quand vous avez une graisse
ou une huile pure, il n'a pas d'odeur, il n'a pas de couleur. Il n'a pas de goût non plus. Donc les odeurs et les couleurs et les saveurs sont caractéristiques à des produits qu'on va rajouter à ces graisses et à ces huiles. Par exemple, le goût du beurre provient de deux composés, le diacétyl et la 3-hydroxybutanol, produits par des bactéries dans la crème de maturation lors de la fabrication du beurre. Et la couleur jaune du beurre, il est due à la présence du pigment carotène. Il n'est pas une couleur naturelle. La couleur naturelle, il n'y a pas de couleur au fait. Quand le beurre est naturel, il n'a pas de couleur. Alors je vous rappelle qu'avec des densités d'environ 0,8 g par centimètre cube, les graisses et les huiles sont plus légères que l'eau. Quand vous mélangez de l'huile avec de l'eau, l'huile va flotter. Ensuite, les huiles et les graisses sont de mauvais conducteurs de chaleur et d'électricité. Et cette propriété va leur servir d'être des excellents isolants pour le corps. Parce qu'ils vont permettre le ralentissement de la perte de chaleur à travers la peau. Alors passons à un autre domaine où on va trouver les lipides, les membranes cellulaires. Comme vous le savez, toutes les cellules vivantes sont entourées d'une membrane cellulaire. Le noyau, les mitochondries cellulaires, etc., presque toutes les organismes cellulaires sont également entourés de membranes. Et les membranes de toutes les cellules ont une structure similaire. Mais la fonction membranaire varie énormément d'un organisme à l'autre et même d'une cellule à l'autre au sein d'un même organisme. Et cette variation provient principalement de la présence de protéines et de lipides différents dans la membrane. Les lipides sont des composants importants des membranes biologiques. Ces lipides ont une double caractéristique. Une partie de la molécule sera hydrophile, qui va donc se mélanger avec de l'eau, et une partie de la molécule sera hydrophobe, c'est-à-dire va être insoluble. Les lipides membranaires peuvent être classés en 3 classes, phospholipides, glycolipides et sphingolipides qu'on va voir tout à l'heure en détail. Les protéines. Les protéines sont un autre composant important des membranes biologiques. En effet, les protéines intégrales vont s'étendre sur la bicouche lipidique, tandis que les protéines périphériques sont plus faiblement associées à la surface de la membrane. Voyons tout ça sur une image, ça va vous parler encore plus. Voici une membrane composée d'une bicouche lipidique qu'on voit ici en jaune. Ce sont les phospholipides avec un pôle ici en haut hydrophile et ici des queues aliphatiques hydrophobes, donc qui n'aiment pas l'eau. Voici les couches lipidiques, donc 2 couches. Qu'est-ce qu'on a encore dans les membranes? On va trouver des protéines, ce qui est représenté en bleu ici. Donc plusieurs sortes. Des protéines vont se tourner entre elles-mêmes pour former des canaux à travers lesquels vont passer des molécules. On peut trouver d'autres protéines qui vont traverser intégralement les membranes. On va les appeler protéines transmembranaires. Par contre, il y aura d'autres protéines qui vont rester, elles, sur la surface. On va les appeler des protéines de surface. Et puis, il y aura d'autres protéines qui vont être associées à des glucides et qui vont jouer un rôle dans la communication et dans la réception donc, des signaux qui proviennent vers les cellules. Donc ensuite, en plus de ça, on a dit qu'il y a des lipides, qu'il y a des protéines de plusieurs sortes. On aura donc du cholestérol qui va être aussi intégré à ces membranes. Voilà, donc la membrane, apparemment, on va l'imaginer comme une paroi, comme un simple filament, mais non, c'est vraiment quelque chose c'est une mosaïque composée de plusieurs éléments, protéines, lipides, glucides, cholestérol, etc. Alors on va voir un peu de plus près la composition de ces membranes et on va commencer par le premier composant, les phospholipides. Les phospholipides vont être de 2 sortes, soit des glycérides, soit des sphingomyélines. Les glycérides, on a ici le représentant, le squelette de base, un glycérol, 2 acides gras, un phosphate, donc c'est un
diglycéride phosphate avec quelque chose de plus, le X. Quand il n'y a pas de X, il s'agit de l'acide phosphatidique. C'est l'élément de base. Quand il y a le X, si le X est une éthanolamine, le phospholipide, ou le glycéride, pardon, va s'appeler phosphatidyl éthanolamine et on va le noter PE. Ce sont les céphalines. Quand le X est une choline, alors le glycéride va s'appeler phosphatidylcholine et on va le noter PC et ce sont des lécithines. Et quand le X enfin c'est une inositol, ou c'est un inositol, pardon, alors il s'agit d'une phosphatidylinositol et qu'on va noter PI. Voici l'inositol. Une molécule hexagonale, carbone, 6 carbones, avec des OH partout sur tous les sommets. Toujours dans les membranes cellulaires, toujours dans les phospholipides, et on va voir les sphingomyélines, toujours des lipides phosphorylés. Alors ici, contrairement au glycéride, il n'y a pas de glycérol, mais on a la sphingosine, sur laquelle vont venir des acides gras, ici, une amine, CH2OH, donc alcool primaire, avec un dérivé R. Quand R est égal à H, le sphingolipide, c'est une céramide. Quand le R est un phosphate, le sphingolipide phosphorylé s'appellera céramide 1-phosphate. Quand R, c'est une phosphocholine, toujours un sphingolipide phosphorylé, c'est pour ça qu'on le classe parmi les phospholipides, donc un lipide phosphorylé, il s'agit d'une sphingomyéline. Et si R est un sucre, à ce moment-là, il s'agit de sphingolipide, c'est une glycosphingolypide. Troisième type donc de composants des membranes, les glycolipides. Ou deuxième, pardon, après les phospholipides, glycolipides. Glyco, comme son nom l'indique, ça veut dire glucose, ça veut dire glucide. Voici ici un glucose sur lequel on va trouver un dérivé R. Et quand R, c'est un diglycéride, donc un lipide, à deux acides gras ici qui vont estérifier le glycérol, c'est ça le diglycéride. Quand il est là, avec le sucre, on va parler de glycéroglycolipide. Et quand le R, c'est une sphingomyéline, comme on a vu donc dans la diapositive précédente, il s'agira d'une sphingoglycolipide. Alors, quand il y a du sucre ici, soit il y a une seule molécule de sucre, soit glucose, soit galactose, on parlera de cérébroside. Et quand la molécule contient une chaîne de 3 à 8 monosaccharides, on les appellera des gangliosides. Donc, un seul sucre cérébroside, plusieurs sucres gangliosides. Troisième type de constituant donc des membranes, après les phospholipides et les glycolipides, ici, les protéines. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, en commentant un peu l'image qu'on a vue ensemble des membranes, si les membranes n'étaient composées que de lipides, à ce moment-là, il y aura un problème, parce que très peu d'ions ou des molécules polaires pourraient passer à travers la membrane. Parce que certaines espèces chargées et polaires vont traverser la membrane, mais aidées par des protéines qui se déplacent dans la bicouche lipidique. D'accord ? Donc, quand on a des molécules chargées, ils ne peuvent pas traverser elles-mêmes la bicouche lipidique. Alors, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va y avoir des protéines facilitatrices qu'on va appeler des perméases, des translocases, etc., qui vont permettre à ces molécules chargées de traverser. On va distinguer deux principales classes de protéines, on l'a dit tout à l'heure sur l'image des membranes. Ce sont les protéines intégrales, d'accord, qui vont traverser la membrane en entier, la bicouche lipidique en entier, et puis les protéines périphériques, celles qui restent à la surface des membranes. Ces protéines qui restent à la surface, ils vont être attachées ou bien liées d'une manière faiblement attachée à quoi ? Aux phospholipides des bicouches lipidiques,
notamment aux têtes polaires de ces phospholipides, par des forces, donc par des liaisons hydrogènes et des forces électrostatiques. Et les petits ions et molécules solubles dans l'eau, elles, ils peuvent entrer et sortir de la cellule par des canaux constitués par les protéines intégrales. On dit tout à l'heure, on regarde dans l'image donc de la membrane qu'il y avait des protéines qui constituaient, qui formaient des canaux à travers lesquels vont passer des petites molécules comme l'eau par exemple. Certaines protéines, appelées protéines transporteuses, et qui vont jouer le rôle de facilitatrices du passage de certaines molécules telles que les hormones et les neurotransmetteurs par des interactions spécifiques entre la protéine et la molécule transportée. Dernière partie, les stéroïdes. Les stéroïdes, ils vont dériver majoritairement, surtout, principalement du squalène. On va voir un peu dans la diapositive prochaine la structure donc, du squalène. C'est un lipide à 30 carbone, donc une grosse molécule, et qui va donner lieu justement aux stéroïdes. Et ces stéroïdes vont appartenir à la partie non saponifiable des extraits lipidiques cellulaires. Et en médecine, le terme stéroïde est désigné quand on parle des hormones stéroïdiennes. Et en sport, on parle stéroïdes quand on parle des stéroïdes anabolisants. Et parmi ces constituants, on trouve les sels biliaires, le cholestérol, les vitamines D, la cortisone, les hormones sexuelles mâles et les hormones sexuelles femelles. Donc tous ces composés font partie des stéroïdes. Et les stéroïdes, ils peuvent être aussi des vitamines, des hormones, des alcaloïdes, des toxines, etc. Où est-ce qu'on va trouver les stéroïdes? On va les trouver présents dans les plantes, les animaux, les levures, les moisissures, mais pas dans les bactéries. Ils peuvent être libres ou bien combinés à des acides gras ou des glucides, comme le stérol par exemple. Le cholestérol, on peut le trouver libre, comme on peut le trouver estérifié par des acides gras. Alors comment se présente leur structure? Les stéroïdes, la structure des stéroïdes consiste en un alcool polycyclique. On a 3 cycles hexagonaux et un cycle pentagonal. Voyons voir un peu en détail cette structure. Voilà la structure de base. Voici les 4 noyaux qui forment un peu les stéroïdes. Le cycle A, B, C sont des cycles hexagonaux et un cycle D pentagonal avec 5 carbones seulement. C'est ce qu'on appelle le stérane. Et ce stérane-là, qui est la base donc des stéroïdes, il provient du squalène. C'est un acide gras à longue chaîne. Regardez comment il est formé. Donc c'est une bête très lourde, formée de plusieurs carbones et plusieurs doubles liaisons, qui va se cycliser et va donner lieu donc au stérane et puis aux autres stéroïdes. Je vous ai mis ici 3 types de stéroïdes différents. La testostérone, hormone sexuelle, cortisone, qui va jouer un rôle très important dans le métabolisme énergétique du métabolisme donc des organismes, et la vitamine D, que vous connaissez très bien. Elle provient aussi du squalène via le stérane avec la formation des cycles ici hexagonaux et pentagonales. Alors voyons un peu plus en détail les hormones stéroïdes. Les hormones sont des messagers chimiques et les hormones stéroïdes se subdivisent en 2 principaux groupes, les hormones corticosurrénales et les hormones sexuelles. Les hormones corticosurrénales, 2 représentants principaux, l'aldostérone et le cortisol. L'aldostérone, il agit pour augmenter le taux de réabsorption des ions sodium. Par contre, il va augmenter la sécrétion d'ions potassium dans les tubules rénaux. Il favorise ainsi la rétention d'eau et réduit la production d'urine. Et puis le deuxième, le cortisol, il va réguler plusieurs réactions métaboliques clés, par exemple l'augmentation de la production du glucose, la mobilisation des acides gras et des acides aminés, et il inhibe aussi la réponse inflammatoire des tissus. Voici pour les hormones corticosurrénales.
Et maintenant, voyons voir un peu les hormones sexuelles. Là aussi, il y a plusieurs types. Il y a les hormones sexuelles mâles et les hormones sexuelles femelles. Toutes ces hormones, donc sexuelles, vont être sécrétées par les gonades, c'est-à-dire les ovaires et les testicules, le placenta, les glandes surrénales, etc. Alors pour les hormones sexuelles mâles, qu'on appelle aussi androgènes, il y a deux représentants, la testostérone et l'androstène-dione. Ces deux hormones vont contrôler les caractéristiques sexuelles primaires des humains, c'est-à-dire le développement des organes génitaux et la production des spermatozoïdes. Les androgènes, elles, sont également responsables du développement des caractéristiques masculines secondaires, comme la pilosité faciale, la voix grave et la force musculaire. Deuxième type, les hormones sexuelles femelles, dont le représentant principal est la progestérone, qui prépare l'utérus à la grossesse et empêche la libération ultérieure d'ovules par les ovaires pendant la grossesse. Et puis un deuxième représentant, l'œstrogène. Les œstrogènes, ils sont capables des caractères sexuels secondaires féminins, c'est-à-dire le développement des seins, l'augmentation du dépôt du tissu adipeux dans les seins, les fesses, les cuisses, etc. Une remarque très importante, les hommes et les femmes produisent des androgènes et des œstrogènes, différents par les quantités d'hormones sécrétées plutôt que par la présence ou l'absence de l'un ou de l'autre. Donc retenez bien, deux types d'hormones sexuelles, des hormones sexuelles mâles et des hormones sexuelles femelles. Alors ces deux hormones sont responsables de l'apparition de caractères sexuels principaux ou secondaires chez l'homme et chez la femme. Et c'est la différence de présence des l'une et des autres hormones qui va expliquer justement le caractère mâle et femelle. Donc, c'est une question de quantité, pas d'absence ou de présence. Ils sont présents à la fois chez l'homme et la femme, mais avec des quantités différentes. Un autre type, donc, de composés stéroïdiennes, les sels biliaires. Alors, c'est quoi? C'est le principal composant de la bile. Alors, c'est quoi la bile? C'est un liquide vert, jaunâtre. Il est produit dans le foie. Donc, ce sont des sels de sodium. On va les trouver ou on va les former par une combinaison amide d'acide biliaire. Par exemple, l'acide cholique et l'acide aminé glycine. Ils sont synthétisés à partir du cholestérol dans le foie. Ils sont stockés dans la vésicule biliaire, puis sécrétés dans la bile, dans l'intestin grêle. Et ces acides biliaires, je vous le dis maintenant, retenez-le bien, ils vont jouer un rôle primordial dans la digestion des lipides. Parce qu'ils vont aider, par la constitution, par la formation d'émulsions lipidiques, ils vont aider à la digestion donc, des lipides lors de la digestion. Dans la vésicule biliaire, la composition de la bile change progressivement à fur et à mesure que l'eau est absorbée et que les autres composants deviennent plus concentrés. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme acide biliaire? Il y a des acides biliaires primaires et des acides biliaires secondaires. Les représentants des acides biliaires sont l'acide cholique et l'acide quinodésoxycholique. Et les représentants des acides biliaires secondaires est l'acide désoxycholique et l'acide lithocholique, en plus de l'acide urso-désoxycholique. On va voir la structure de certains d'entre eux. Ici, les acides biliaires principaux, l'acide cholique, voilà, à gauche, et l'acide quinodésoxycholique à droite. Donc, des molécules complexes, je vous donnerai jamais d'apprendre la structure parce que moi-même, je ne les connais pas. Mais sachez que ce sont des composés stéroïdiennes qui jouent un rôle très important dans la digestion de la matière lipidique. Un autre composé donc stéroïdien, c'est le dernier qu'on va voir ensemble aujourd'hui, le cholestérol. Alors c'est un composant indispensable à notre corps,
malgré la mauvaise réputation qu'il a. Il est fabriqué par le foie. Il est présent dans certains aliments. Il fait partie de la famille des stérols. Donc ce sont des stéroïdes avec des fonctions alcool. Voilà ce que c'est que le cholestérol. Où est-ce qu'on va trouver le cholestérol? Il va jouer un rôle très important parce qu'on va le trouver dans toutes les membranes cellulaires de notre corps. Et les membranes vont contenir jusqu'à 90% de cholestérol total. Donc très important, et la majeure partie va se retrouver au niveau des membranes cellulaires. Le cholestérol va avoir d'autres rôles, donc pas seulement au niveau des membranes, mais on va le trouver dans la biosynthèse des hormones sexuelles, celle qu'on a vue précédemment, testostérone, oestrogène. C'est lui qui va être le précurseur donc, de leur fabrication, ou bien les hormones surrénaliennes, comme la cortisone. Il va diriger le développement de certaines cellules du fœtus, et il va favoriser la formation des synapses dans notre cerveau. D'où l'importance de cette molécule de cholestérol. Et c'est un précurseur des acides biliaires qu'on vient de voir. Et il est aussi le précurseur de la vitamine D. Donc on va trouver ce cholestérol un peu partout. Au niveau des membranes, mais au niveau de tout l'organisme. D'où l'importance d'avoir un peu ce cholestérol au niveau de l'alimentation, au niveau donc de notre organisme. Dans le langage courant, on parle de mauvais et de bon cholestérol. Mais c'est quoi? De quoi il s'agit? Pour répondre à cette question, il faut avant tout expliquer comment le cholestérol se déplace dans notre organisme. Le cholestérol, il se déplace dans le sang par des transporteurs qu'on appelle des lipoprotéines, qu'on va voir dans le cours du métabolisme en détail. Mais sachez dès maintenant que l'hypoprotéine, c'est un composé de deux parties, lipo-lipide, protéine, donc protéine. Donc, une liaison lipoprotéique. Ces lipoprotéines vont donc se charger de transporter le cholestérol. Il y aura deux types de transporteurs lipoprotéiques du cholestérol. Les LDL et les HDL. Ce sont des termes anglophones. LDL, Low Density Lipoprotein, donc densité basse. Et les High Density Lipoprotein, HDL, de densité forte, ou grande. Les premières lipoprotéines transporteuses de cholestérol, les LDL, comment ils vont fonctionner? Ils vont se charger de cholestérol au niveau du foie. Et une fois ce cholestérol pris en charge par les LDL, ces LDL vont circuler dans le sang et ils vont le distribuer aux organes. Et lorsque ces LDL sont présents en très grande quantité, ils vont s'accumuler dans la paroi artérielle et ça risque justement de boucher ces artères. D'où la réputation de mauvais cholestérol pour ces LDL. Au contraire, les HDL, le deuxième type de lipoprotéines transporteuses de cholestérol, ils vont chercher le cholestérol au niveau des cellules, ils vont le ramener au foie pour qu'il soit éliminé et recyclé. D'où leur réputation de bon cholestérol, parce qu'ils permettent aux cellules de se débarrasser du cholestérol. Ils vont le ramener vers le foie. C'est ce qu'on appelle les transporteurs éboueurs. Donc retenez bien deux types de lipoprotéines transporteuses de cholestérol. Les LDL d'un côté, parce que c'est eux qui vont ramener le cholestérol du foie vers les cellules, et leur accumulation peut poser problème, parce que ça peut boucher les artères. C'est pour ça qu'on les appelle le mauvais cholestérol. Et les HDL, deuxième type de lipoprotéines transporteuses de cholestérol, ils vont transporter le cholestérol des cellules vers le foie pour être recyclé. Et comme ils débarrassent les cellules, donc les membranes et tout ça du cholestérol, on va les appeler, ils ont une réputation de bon cholestérol. Voilà, maintenant vous savez pourquoi on parle de bon et de mauvais cholestérol. Et pour finir, je vous présente ici la structure du cholestérol. Donc c'est un composé de 27 carbones. Voilà, on commence la numérotation du carbone par ici, 1, 2, 3, 4, 5, etc. Jusqu'à 27. Donc 27 carbones. Une double liaison, elle est là, entre le carbone 5 et 6, et 4 cycles.
1, 2, 3, 4. Notez A, B, C, D. Et puis une fonction OH, très importante ici, parce que le cholestérol va se retrouver en majeure partie, surtout dans le cholestérol alimentaire qui va nous provenir de l'alimentation, il va se retrouver sous la forme estérifiée. Il y aura un acide gras ici greffé sur le OH. Voilà. Et merci pour votre attention.